Alors, j'ai remonté le tableau, le tailleur de haies, qui est pas mal, franchement, j'en suis plutôt content. Mais voilà, je pense qu'il manque quelque chose. Il manque un petit quelque chose que je vais essayer aujourd'hui de mettre en place en travaillant l'intuition. Donc on va voir ce que ça donne. Si jamais il est détruit, dommage. Bon, alors pourquoi j'ai repris le tableau, le tailleur des haies? Donc je vais vous expliquer. Tu vois, en fait, quand je peins, ça prend un certain temps, il y a un certain processus. Déjà, je peins en 3, 4, 5 sessions, comme tu as pu le voir. Donc ça varie entre 3 heures et 12 heures. Parfois, ça peut aller plus loin. Donc, le temps que le tableau sèche, cela prend en général 2 à 3 mois. C'est très long. Au bout de ces 2 à 3 mois, ce que je fais, c'est que j'accroche le tableau sur un mur noir. Et là, je prends le temps de le regarder tout simplement. Donc ce tableau que j'avais mis justement sur un mur noir, la première impression était très bonne. Voilà, j'ai vraiment kiffé voir le tableau sur le mur noir. Très 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 bien. Et puis à force de le revoir, notamment parce qu'il était sur un mur noir, je me suis dit qu'il manquait une petite touche de couleur. Je me suis dit, il manque du jaune. Ça, c'était ma première impression. Et donc, voilà, tu vois, même s'il te reste une petite chose à rectifier, eh bien, tu dois la rectifier. Donc, c'est toujours un peu stressant, un peu, je dirais, risqué, parce que tu peux aussi foutre en l'air complètement le tableau qui était quand même pas mal, tu vois. Donc, voilà, j'ai terminé la session. Franchement, ça a été très très rapide, une demi-heure, parce que j'avais juste à mettre du jaune, mais tu vas voir que simplement en mettant le jaune, eh bien ça change tout. Donc regarde le tableau. Voilà, tu vois, ça change tout. On va le voir ensemble. Donc, on va voir plus près. Donc en fait, si tu veux, j'ai commencé surtout à mettre du jaune sur cette partie parce que voilà, c'était une des parties que je n'aimais pas. Et donc je commençais là-dessus. Et ensuite, par instinct, là je me suis dit, je ne dois pas réfléchir. Parce que si je réfléchis, je vais tout foutre en l'air. Et il faut que je peigne le plus rapidement possible. Et que je fasse confiance à mon intuition. Et donc en faisant confiance à son intuition, on va commencer à mettre du jaune dans voilà les bonnes parties, le bon équilibre. Et surtout, il faut savoir s'arrêter à temps. Donc là, j'ai la lumière qui peut-être empêche de voir les choses clairement. Et donc, voici le tableau terminé. Je fais ces vidéos aussi pour moi parce que la vidéo... Donc je fais ces vidéos aussi pour moi parce que la vidéo me permet d'avoir du recul, me permet de voir le tableau d'une autre manière. Donc là, je le regarde à travers l'écran d'un smartphone. J'utilise tout simplement mon smartphone pour filmer. Eh bien, je le vois d'une autre manière. Et quand on est peintre, on est souvent plongé dans l'œuvre et on manque de recul. Donc, c'est une des raisons pour laquelle aussi je fais ces vidéos. Maintenant, comme j'en ai parlé dans l'onglet communauté, j'aimerais aussi commencer des podcasts parce que j'ai besoin de parler de sujets
avec un peu plus de profondeur, donc assis sur une chaise avec un micro pendant un certain temps pour développer des sujets. Et donc un des sujets que j'aimerais développer, c'est justement le rapport entre la peinture et l'architecture. D'ailleurs, l'œuvre qui est derrière moi, le tailleur de haies, maintenant le tailleur de haies 2, c'est justement une pure expression du rapport entre l'architecture et la peinture. Ce que j'ai peint derrière moi, pour moi, c'est une architecture. C'est une architecture composée justement de lignes, composée de surfaces, de matières. Il y a un dialogue entre le plein et le vide. Le noir, on peut considérer que c'est le vide. La chair, c'est le plein, et le jaune, c'est encore un autre matériau. Et d'autant plus que je trouve que dans ce tableau, il y a, pour moi, mon style architectural. Et une petite référence à un de mes architectes préférés, Frank Wright, parce qu'il y a quelque chose d'organique. Alors, sans pour autant faire un podcast, j'en profite pour parler justement du rapport entre l'architecture et la peinture. N'oublions pas que pendant de nombreuses années en France, notamment, l'architecture était simplement un département de l'école des beaux-arts. Il y a eu ensuite une séparation dans les années 70, et je pense que c'est une mauvaise chose. Une mauvaise chose, pourquoi? Et là je parle aussi bien pour les architectes que pour les peintres, parce que les architectes ont, pour moi, perdu le lien avec l'art, avec notamment la peinture, la sculpture, et sont devenus mauvais de ce côté. Et de l'autre côté, les peintres ont perdu justement aussi la rigueur architecturale, qui pour moi est nécessaire pour faire un tableau, parce qu'un tableau, c'est une composition, c'est un équilibre, c'est une harmonie, et donc on a besoin de l'outil architectural, de l'enseignement pour moi architectural, pour aussi composer et fabriquer le tableau. Et là, je m'appuie notamment sur l'héritage ancien. Je m'appuie sur la Renaissance, par exemple. Les grands peintres étaient aussi des grands architectes. Michel-Ange était un grand sculpteur, un grand peintre et un grand architecte. Il a notamment réalisé la fameuse basilique Saint-Pierre, dont on parle beaucoup en ce moment avec le nouveau pape. J'aime beaucoup Raphaël, qui est aussi architecte, même s'il a beaucoup moins construit que Michel-Ange. Giotto, qui a fait notamment le Campanile à Florence, qui est un excellent peintre et un très grand architecte, un Botticelli, etc. Et donc, j'oublie bien sûr Léonard de Vinci, qui lui va dépasser même le stade de l'architecture pour aller jusqu'à la science, l'invention, etc. Mais je maintiens que on me pose la question est-ce que tu vas faire des podcasts essentiellement sur l'architecture? Je réponds pour moi tout est lié. Tout est lié et je fais aussi de la mode parce que c'est la même chose. C'est le principe créatif, le principe de construire des choses. Que tu construises une chaise, je suis assis sur une chaise Robin Day, par exemple, tu as aussi besoin de mettre en place des formes, des lignes, de mettre une structure, et ensuite de répondre à un problème, qui est celui de s'asseoir. En architecture, tu dois répondre au problème de l'habitat, ou le problème d'accueillir du public. Mais en peinture, je dirais que c'est aussi la même chose. Ce n'est pas forcément un problème fonctionnel, mais c'est un autre problème. C'est un problème, je dirais, plus de l'ordre artistique. Comment remplir une surface, dans mon cas de 155 par 117, avec 3 couleurs. Voilà, c'est ça la problématique. Comment on le fait aujourd'hui? Comment on le fait aujourd'hui en exprimant le monde d'aujourd'hui,
en exprimant justement une part de soi et en même temps en montrant que ce tableau, c'est en 2025 que tu l'as fait. Parce que quand tu peins un tableau, tu contribues aussi à la mémoire collective, tu laisses une trace aux autres. Aujourd'hui, on a une grande connaissance de l'histoire grâce aux tableaux, grâce aux peintures, et ceci depuis la nuit des temps, depuis justement l'époque des cavernes. Et je pense que cet héritage, cette tradition de la peinture doit persévérer. Et je pense que quand on a compris le processus de création, que j'appelle architectural, ou je n'ai pas à l'appeler artistique parce que artistique c'est vraiment n'importe quoi. J'aime bien le terme architectural parce que on a quelque chose de beaucoup plus discipliné, de beaucoup plus précis. Eh bien, je pense que ce principe doit être enseigné aussi bien dans les écoles de peinture, dans les écoles d'art, mais je crois aussi beaucoup à l'enseignement personnel. Pour ma part, je n'ai jamais appris la peinture à l'école, même si en école d'architecture on faisait un peu de peinture, mais on a peut-être fait 8 heures de peinture dans tout le processus d'enseignement, ce qui est complètement illusoire avec des profs pourris, d'accord, des profs qui ne savaient pas peindre, donc tu ne peux pas apprendre. Ceci dit, je crois beaucoup en l'enseignement personnel et même après l'école. Pour ma part, je réapprends l'architecture avec une autre maturité, un autre regard, et je pense que c'est très important. Je suis heureux d'ailleurs d'avoir commencé la peinture sans être allé dans une école, pour pouvoir justement avoir cette liberté, pour pouvoir trouver mon style très rapidement. Donc là, je pense que vous êtes au courant maintenant de mon style, et je suis plutôt satisfait de cette peinture derrière, d'un point de vue stylistique, parce que là je me retrouve, je reconnais voilà ma signature, ce mélange entre des couleurs obscures, des couleurs vives, ces lignes architecturales, et je sais que à travers cette peinture, je vais pouvoir développer une écriture qui va me permettre de faire autre chose. Je peux aujourd'hui faire une sculpture de ceci, avec le même style. Je peux faire des vêtements, une architecture. Je peux faire un univers de ceci. Et c'est ça le principe créatif. C'est ça le principe, je dirais, universel, et que doit avoir tout artiste. Je pense que un vrai artiste est capable, et l'histoire l'a montré, d'exceller dans tous les arts, parce qu'il a justement ce principe universel créatif. David Lynch, qui est d'ailleurs décédé récemment, c'était aussi un architecte. Il a fait des études d'architecture, il était aussi peintre, et finalement, par le hasard, il s'est mis à faire des films, parce que c'est aussi la même chose. D'ailleurs, je m'intéresse aussi au cinéma pour la même raison, parce que en fait, le cinéma, c'est simplement une peinture animée. Un tableau comme celui qui est derrière, si tu commences à le visualiser, à y voir des séquences, des images, tu vois un film. Et ce que je trouve un peu dommage aujourd'hui, je vais insister là-dessus, je trouve vraiment dommage que les étudiants, les peintres, les architectes soient cloisonnés. J'ai un compte architectural qui marche plutôt bien, Lords of Architecture. J'ai à peu près 20 000 abonnés sur Instagram. Quand je mets mes peintures, j'ai l'impression que la plupart s'en tapent. Quand je mets des références à des peintres comme Francis Bacon, ils s'en tapent. Par contre, dès que je mets le Caravage, c'est waouh, c'est extraordinaire, parce que par tradition, le Caravage, on l'enseigne en école d'architecture. Voilà, si tu es architecte, tu dois aimer le Caravage, tu dois aimer Mark Rothko, voilà, c'est la base. Mais les autres peintres, tu ne les connais pas. Et moi-même, en école d'architecture, je connaissais le Caravage, je connaissais Jackson Pollock, Mark Rothko,
Mais par contre, on ne parlait jamais de Francis Bacon. On ne parlait jamais de Gerhard Richter, de Velázquez, de Rembrandt, ce qui est pourtant la base de la peinture. Tu vois, ça c'est... Ou même de Tintoretto. J'avais l'habitude avec mes étudiants de voyager dans des différentes villes en Europe, et on allait souvent en Italie, notamment à Rome. Donc à Rome, on était content parce qu'on allait voir les Caravages. Donc je n'étais pas l'initiateur de ce voyage. J'étais simplement un enseignant accompagnant, on va dire. Mais j'avais quelques missions, mais j'avais un rôle secondaire. Et quand on allait en Italie, et notamment à Venise, ce qui m'avait choqué, c'est que là, on n'allait voir aucun tableau. Alors que Venise, c'est la ville des peintres. C'est la ville du Tintoretto, c'est la ville du Tintoret, c'est la ville de Véronèse, c'est la ville du Titien. Et quand je suis retourné récemment à Venise pour voir les tableaux du Tintoret, et notamment à la Scuola Grande di San Rocco, c'est-à-dire en quelque sorte la basilique, enfin on va dire la chapelle dédiée au Tintoret. Quand j'y suis allé, j'étais choqué que le prof initiateur du voyage n'ait pas organisé une visite de cette chapelle, c'est pas vrai, c'est pas une chapelle, de la Scuola Grande di San Rocco. J'ai été choqué. Ouais, parce que pour moi, c'est indispensable d'aller voir ça, ne serait-ce que d'un point de vue de la culture, quand tu fais un voyage d'architecture à Venise. Et donc c'est là où je me suis dit, je pense qu'il ne connaissait absolument pas ce lieu en réalité. Il ne connaissait pas le Tintoret, il ne s'intéressait pas à la peinture. Voilà. Donc c'est très dommage, et donc je vais terminer là-dessus. Donc dis-moi en commentaire si cette idée justement de podcast un peu plus développé, finalement un peu comme je viens de le faire, mais avec un format peut-être plus confortable, avec une meilleure image, avec un meilleur son, te plaît, mets-le moi en commentaire, et je ferai ça prochainement. D'ici là, je te souhaite de kiffer l'art. In art we trust. Dans l'art nous croyons, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Actuellement, je fais sécher justement ces peintures dans mon garage, mais là, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place, et donc je ne sais plus en fait, je ne sais plus où mettre mes peintures.